Salut tout le monde! Salut Catherine! Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire d'une semaine qui a été encore bien sportive. On va vous parler de deux choses. On va vous parler du 49.3 et du budget des 49.3 et du budget de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, on voulait commencer avec Donald Trump. Davos, une fois n'est pas coutume, les frasques les actions que continue de mener Donald Trump sur le plan international. On va commencer, avant de rentrer dans le débat, par la prise de parole qui nous a semblé particulièrement importante du président français. Il a pris la parole donc à Davos, cette grande réunion, c'est important d'ailleurs de le rappeler, qui est la réunion des puissants de ce monde en Suisse. Donc, tu as à la fois des chefs d'entreprise, genre il y a le PDG d'Apple, le PDG de je sais pas quoi, etc., et des chefs d'État. Et donc, Emmanuel Macron a pris la parole avec des Ray-Ban parce qu'il avait une conjonctivite. When we look at the situation, it's clearly a very concerning time because we are killing the structure where we can fix the situation and the common challenges we have. Without collective governance, cooperation gives way to relentless competition. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions, and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable, even more so when they are used as leverage against territorial sovereignty. In this context, I want to exclude two approaches. The first approach would be to passively accept the law of the strongest, leading to vassalization and bloc politics. I think accepting a sort of new colonial approach doesn't make sense. And all the head of state and government and business leaders which would be too complacent with such an approach will take a huge responsibility. The second will be to adopt a purely moral posture, limiting ourselves to commentary. That path would condemn us to marginalization and powerlessness. Faced with the brutalization of the world, France and Europe must defend an effective multilateralism because it serves our interests and those of all who refuse to submit to the rule of force. We do believe that we need more growth, we need more stability in this world, but we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe and you are more than welcome to France. Oui, moi j'ai trouvé que c'était une parole, enfin des propos qui étaient attendus, fermes, avec lesquels on peut en gros être d'accord. Ce qui me frappe, c'est que ça n'a aucun effet politique. C'est-à-dire qu'au même moment, à Davos est intervenu, enfin le même jour, est intervenu le Premier ministre canadien, libéral, qui a été élu juste dans la foulée des dingueries trumpiennes. Donc il a été élu pour justement parler ses concitoyens pour faire face à l'affaire. Et lui, il a tenu un discours qui a eu une très très grande portée. Alors, beaucoup de gens l'ont remarqué dans le monde, mais en particulier parmi les Canadiens. Ça a été vraiment un événement. Et j'en dirai 2 mots après, mais ce qui me semble intéressant de noter, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, en fait maintenant, it's too late. C'est-à-dire qu'il n'a plus de poids. Alors, évidemment, il a d'autant moins de poids que son propos à Davos, très ferme, vient exactement contredire son tweet du 3 janvier, où il trouvait que c'était une bonne idée d'avoir kidnappé Maduro pour libérer le peuple vénézuélien. Donc là, il dit maintenant je veux le droit et pas la brutalité, donc on ne comprend pas très bien ce qu'il raconte. Mais voilà, ce qui me semble intéressant de noter, hélas pour nous, c'est que dans la situation dans laquelle nous trouvons la France, c'est qu'on a un président, qu'il fasse bien ou qu'il fasse mal, en fait, ça n'a pas
d'importance. Je vais apporter d'autres arguments à ce que tu viens de dire. Euh, Emmanuel Macron, il est maintenant président depuis 9 ans, et en vérité, il a commencé son quinquennat sous la présidence de Donald Trump. Et à ce moment-là, Donald Trump, c'était Oh, my best friend, OK, genre, I'm gonna see my best friend. On se serrait la main, etc. Il a continué, en fait, à mener ce genre de relation bilatérale avec Donald Trump, y compris depuis un an. Enfin, je veux dire, les premiers mois de la présidence de Donald Trump, il ne s'y est pas opposé. Il a continué à dialoguer. Il a continué à lui envoyer des SMS en lui disant My friend. D'ailleurs, Donald Trump en a publié un cette semaine qui n'était pas particulièrement au désavantage de Emmanuel Macron. Mais on voit qu'ils ont une relation en fait d'amitié qu'il a mise en scène. Non, mais que Emmanuel Macron a lui-même mise en scène. C'est la même chose, par exemple, à l'égard de Elon Musk, à qui il a déroulé le tapis rouge pendant des années. Alors certes, au bout d'un moment, il essaye de changer son fusil d'épaule, mais ça pèse. Alors même que le Premier ministre canadien, lui, il a été élu précisément parce que pendant sa campagne, son projet et son programme, c'était de s'opposer à la politique d'annexion complètement folle du Canada par Donald Trump. Donc ça fait partie aujourd'hui de son ADN politique. Et donc il est dans la continuité de ça et il est cohérent avec ça. Emmanuel Macron, il a beau avoir tenu un bon discours, il est dans une certaine mesure relativement incohérent avec Bah, une partie de la politique qu'il a menée vis-à-vis de Donald Trump. le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est tâtonnant, en fait. C'est-à-dire qu'un coup, c'est comme ça, un coup, c'est comme ça, et puis entre-temps, je fais semblant d'être pote avec Trump alors que j'en pense pas vraiment du bien. Enfin, c'est incertain, c'est insincère, c'est tâtonnant, donc c'est pour ça que je dis que c'est poids politique zéro. Comme pour le Mercosur. C'est comme pour le Mercosur. À la fin, il finit par dire non, Ouais, mais en par fait, pendant 10 ans, bon, il a dit plutôt oui. Hein. Ah, bah oui, Il c'est est là également le lien insincère. échange et tout ça. Voilà. C'est ça, ce monsieur est insincère. Alors moi, je vais vous dire la phrase que j'ai retenue du discours du Premier ministre canadien, que je trouve, mais enfin, franchement, je vais en faire un poster dans ma chambre à coucher. Nous savons que l'ancien ordre ne reviendra pas, nous ne devrions pas le regretter, la nostalgie n'est pas une stratégie. Voilà, ben, je pense que ce monsieur a dit absolument l'essentiel, c'est-à-dire là, il faut comprendre pourquoi ça a planté, plein de choses ont planté, pour de bonnes et de mauvaises raisons. On ne refera pas le chemin à l'envers et il faut prendre la mesure des questions qu'il faut affronter. Alors, chaque jour, dans la newsletter, on essaie de dire des choses à ce propos. Par exemple, on essaye de parler de cette question compliquée qui est celle des petits pays qui ne doivent pas être soumis à la pression et à la domination des plus grandes puissances. Parce que le Premier ministre canadien, bien que je vais faire un poster dans ma chambre de ses propos, quand même tout son discours est un discours il faut que les puissances moyennes, c'est-à-dire le Canada, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, le Brésil, enfin voilà, qu'on trouve d'autre stratégie pour se sortir des raies des grandes puissances que sont la Russie, la Chine et les États-Unis. C'est comme ça qu'il aborde sa réflexion. Donc c'est intéressant parce que on voit qu'il propose quelque chose avec lequel moi je ne suis pas du tout d'accord. Mais en tout cas, il y a une tentative de désenclavement et de chercher une solution. Et nous, ce sur quoi on a tendance à porter l'accent et pourquoi c'est intéressant de porter l'accent sur ce point-là, c'est que si on arrive à penser la question des petits pays, alors on recommence à penser la question du monde dans son unité et sa diversité. Voilà, donc c'est pour ça, et ça fait 2-3 newsletters que nous consacrons à cette question, au travers de la question du Groenland, qui n'est pas petit par sa taille, mais qui est petit par son nombre d'habitants, 57 000 habitants, et ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de construire leur autonomie en vérité.
Et ils ont assez peu de moyens aussi d'avoir une puissance d'action économique, diplomatique, etc. Donc, comment on pense le monde avec les territoires, les pays qui sont petits, mais néanmoins qui existent, qui ont une histoire, qui se sentent légitimes en tant que pays. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est la question du monde. Et c'est vrai que là, enfin, ce qu'on appelle la séquence en fait que l'on vit, on entend beaucoup parler du monde finalement occidental. Au sens de l'Europe plus le Groenland. Alors, est-ce qu'il est dans l'Europe, est-ce qu'il n'est pas dans l'Europe? C'est une question qui anime beaucoup le moment. Les États-Unis, la Russie et en gros la Chine. Le reste, ça n'existe pas, c'est balayé, genre on n'en parle pas. Sont-ils même présents à Davos? Ils le sont, hein. De comment ça, non? Certains. Certains, mais pas Bien tous. sûr, Enfin, certains, mais pas tous. Mais on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet. C'est Mm. pas le sujet du Premier ministre canadien, c'est pas le sujet d'Emmanuel Macron, c'est pas le sujet de ceux qui prennent la parole sur cette question. Et c'est un gros problème parce que eux aussi, en fait, ils ont genre maille à partir avec genre tous ces dérèglements en fait qui adviennent du fait principalement de Donald Trump. Ils ont maille à partir avec la diversité de l'humanité. C'est fondamentalement ça, moi, je trouve le problème. C'est-à-dire que, régulièrement, je vais faire un tour au musée de l'Homme qui vous montre la disparition du nombre d'idiomes, de langues qui sont parlées dans le monde. Le nombre de cultures qui disparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, que là, on est en train d'homogénéiser, de faire disparaître ce qui est le fond de ce que nous sommes, c'est-à-dire des tas d'histoires différentes qui ont pris des tas de chemins différents. Et la question des petits pays, quand je dis petits, on s'est bien compris, hein, c'est pas forcément par la taille, c'est ceux qui n'ont pas les puissances économiques, politiques et diplomatiques pour construire complètement une stratégie d'avenir. Comment ça se passe pour eux? Jusque-là, à l'ONU, il y avait un truc qui était pas mal, c'est chaque pays avait une voix, quelle que soit la taille du pays. Donc, voilà, je sais pas moi, du moins qui est le Libéria, tiens, il avait une voix, voilà. Le Libéria que Trump a assassiné de 70% de droits de douane. La Colombie avait une voix, le Vietnam avait une voix, etc., Voilà, tous les pays avaient une voix. Alors ça, c'était un peu le modèle qui était un peu théorique. Oui, distordu par le Conseil de sécurité et le droit de veto des 5 puissances gagnantes Voilà, après donc c'est de la pour ça Seconde Guerre mondiale. c'est pour ça que très probablement, il y a des choses qu'il faut faire évoluer dans le fonctionnement de l'ONU. Et puis la deuxième chose, c'est que ce qui, à mon avis, n'est pas suffisant, c'est on ne peut pas simplement penser l'autodétermination et l'autonomie des pays. C'est-à-dire qu'en fait, on est aussi lié à un moment du monde dans lequel les enjeux sont gigantesques. Tout le monde a en tête évidemment les enjeux écologiques, mais il y a des enjeux de connaissance. L'IA ouvre un univers avec des risques, avec des possibilités, mais des risques considérables pour l'humanité et que chacun, toute l'importance des réseaux sociaux et du numérique, etc. Donc, on est absolument fondamentalement interdépendants. Donc, on ne peut pas juste avoir comme pensée la question de l'autodétermination qui est dans la Charte des Nations Unies et qui est un des fondements des Nations Unies. Donc, oui, il y a la question de l'autodétermination, mais l'autodétermination doit aussi s'articuler avec des moyens d'être au monde et avec le fait que le monde est aussi, a aussi besoin d'eux. C'est-à-dire que c'est dans l'autre sens aussi que ça se passe. Je disais tout à l'heure, on a besoin de cette diversité. L'interdépendance, elle est dans tous les sens, quoi. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été compris, vu. C'était surtout l'affirmation des États-nations qui était à la base de la création des Nations Unies. À défaut de convoquer le monde, peu de gens qui participent au débat public en France ont convoqué une autre notion qui est un autre concept, une autre construction qui est la question de l'Europe. Ça a été très convoqué. Et c'est de dire,
Trump est en train de faire n'importe quoi. En plus, il nous menace. Et ce nous, c'est l'Europe. Et donc, la réponse peut être européenne. Alors, à ce moment-là, il y a différentes façons d'envisager les choses. Alors, il y a Gabriel Attal et Emmanuel Macron, par exemple, qui disent bon, bah, il faut que l'Europe soit forte et unie. Là, je cite et Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Bon, voilà, ça c'est ce qu'il propose. Jean-Luc Mélenchon, dans un entretien, un débat avec Jean-Noël Barrot sur la 2 mardi soir, lui dit il faut que le Parlement européen fasse du Groenland et de tous les territoires dits associés à l'Union européenne, donc comme beaucoup de territoires comme Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, etc. Il faut en faire des parts de l'Union européenne à part entière, quoi. Ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont un statut spécial qui fait qu'ils sont associés, mais ils ne sont pas à l'Union européenne. Lui dit qu'il faut que ce soit l'Union européenne. Ce qui me dérange en fait dans ces deux propositions qui ne sont pas exactement les mêmes, c'est que l'Europe est avant tout vue comme en fait un outil de puissance. Et donc c'est de dire bon bah en fait attendez, il y a la Chine et les États-Unis, ils sont en train de montrer leurs muscles, et ben nous aussi on va montrer nos muscles, tu vois, et dire bah ça c'est à nous. Vas-y. Tu vois, en fait, me vient un truc que j'avais enfoui dans ma mémoire. Parce que je ne crois pas que Mélenchon dise il faut que l'Europe soit un outil de puissance et que c'est pour ça qu'il faut qu'il soit dans l'Union européenne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi de ça, parce que par exemple, ce qu'on a découvert tous les deux, c'est que la France est associée à la gestion du pôle Sud parce que nous sommes proches par je ne sais pas laquelle des îles, bon, je sais pas, enfin bon, en tout cas, on est proche du pôle Sud et que donc on a un bout du camembert, on est associé par un bout du camembert. Donc, ce que Mélenchon dit et redit très souvent, c'est que ça participe de la puissance de la France parce que nous serions le deuxième domaine maritime du monde et que donc toutes ces petites îles participent à... L'ONI, de toute façon, on peut les Bah, appeler. oui, mais ces îles déterminent l'espace maritime français. Et donc, je pense qu'il y a une partie du raisonnement de Mélenchon qui est un raisonnement... Bon, ça fait longtemps qu'il nous parle de cette histoire de la mer comme base de la puissance française. Donc, il n'est pas étranger à cette réflexion sur la puissance. Mais je pense, je dis au-delà de ce qu'il a dit, mais je l'imagine, parce que je lui porte ce crédit, que quand il dit il faut que ce soit associé à l'Europe, c'est pour lui une manière de soustraire ces pays à la menace américaine, à la menace de l'impérialisme trumpien. Donc il dit en gros, l'Europe peut être un sanctuaire, c'est une façon de protéger de la rapacité américaine, qui n'est peut-être d'ailleurs pas que américaine, mais passons. Et en fait... Sous-entendu, l'Europe, elle, n'est absolument pas rapace. Oui, alors il fait l'impasse un peu sur ça, mais je trouve pas complètement faux de se dire qu'on peut, avec l'Europe et la France active dans l'Europe, imaginer qu'on construise un espace dans lequel un certain nombre de principes, de valeurs sont portés et respectés. Donc, je peux intellectuellement admettre pour une part le discours de Mélenchon. Pour une part, je le conteste parce que je pense qu'il valide l'idée que ces territoires nous appartiennent à nous. Voilà, donc je ne suis pas trop certaine de ça. Mais en revanche, ce que j'entends, c'est une manière de prendre de l'initiative par rapport à la tentation prédatrice que manifestent Trump et son administration. Donc, il se dit, voilà, si on les sanctuarise, et on le fait de manière solennelle parce que la symbolique politique, ça compte. Et s'il y a un vote solennel, bon, on les sanctuarise et on dit à Trump, tu touches pas à ça. Et en fait, ce qui m'est revenu, alors les vieux communistes, faut être vraiment très vieux, hein, ou historiens, ou avoir la culture que j'ai de l'histoire du PC. Quand il y a eu la guerre d'indépendance en Algérie, à partir de 1954,
longtemps, le PC a hésité sur sa position par rapport à l'indépendance de l'Algérie. D'ailleurs, qui s'est traduit par le fait que très longtemps, la revendication portée par les communistes était paix en Algérie et non pas indépendance en Algérie. C'était ce qui est dominé. Mon père était un communiste et un militant de l'indépendance de l'Algérie, donc ce n'était pas tous les communistes. Mais ce qui dominait, c'était paix en Algérie dans les manifestations, celles de Charode, etc. Et l'idée qui était derrière cela, c'était pas de conserver l'Algérie comme une colonie, mais d'avoir une association France-Algérie, la France étant le pays des Lumières, le pays progressiste, le pays de la Révolution française, et que donc au nom de ça, dans une association avec l'Algérie, nous allions permettre l'émancipation du peuple algérien, etc. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, et je suis... Évidemment, il ne l'a pas dit, et je ne sais pas s'il le pense vraiment, mais dans cet arrière-plan de il faut que ces petits territoires soient européens, il y a cette idée de s'ils sont avec nous, ils seront protégés des méchants américains qui sont vraiment très méchants, et nous pouvons contribuer à leur émancipation. Bon, je suis peut-être trop sympa avec Jean-Luc Mélenchon. Non, pas du tout. Cœur, hein, Mélenchon. Non, pas du tout. Là, je lui donne, je le crédite de quelque chose que peut-être auquel il n'a pas pensé, à laquelle il n'a pas pensé, mais qui fait partie de l'histoire de la manière complexe que les communistes ont eu. Alors, bon, ça n'a pas toujours été ça, hein, parce que le début de l'internationale communiste en 1920, etc., les communistes étaient très contre les colonisations, etc. Et ils se sont battus, enfin, ils sont totalement opposés, par exemple, à la colonisation du Vietnam. Ça a été sans équivoque. Avec l'Algérie, c'était différent, et avec l'arrière-plan qui est celui que je te dis. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que à la fois pour la France des années 50 et pour l'Europe des années 2020, se pose la question de la qualification de ce que c'est. Alors, la France était une république en 1950, elle l'est toujours, donc elle est d'essence révolutionnaire. Donc, la question de l'égalité fait partie de son ADN. La question des Lumières a été intégrée en fait dans genre le concept de république française pendant tout le 19e siècle. Donc, la France a aussi été genre un pays esclavagiste, elle a participé de la traite, elle a participé de genre la constitution de cet empire où elle a. Donc la question de ce que c'est en fait est en débat. Pour l'Europe des années 2020, se pose exactement la même question, en des termes différents, mais la définition en fait de ce que c'est que l'Europe. Tu dis, à juste titre, genre c'est pour l'éloigner des États-Unis, extractivistes, rapaces, je sais pas quoi, et violents. Dominateurs, enfin bon, tout ce que tu veux. l'histoire des Indiens. L'histoire des... Oui, exactement. L'histoire des Indiens et de toute l'Amérique latine, donc on pourra voir, mais bon. Et donc, se pose la question de, ok, et c'est une question qui est posée aussi par Gabriel Attal et Emmanuel Macron lorsqu'ils disent on veut une Europe forte et unie. D'accord, mais une Europe forte et unie sur quelle base? Et Jean-Luc Mélenchon, il dit on va les rattacher à l'Europe. D'accord, c'est quoi l'Europe? C'est quoi la base de l'Europe en fait? Qu'est-ce qu'au fond on a à proposer? Le sous-entendu que toi tu fais en faisant l'exégèse de Mélenchon, c'est que tu dis genre c'est pas les mêmes valeurs que celles des États-Unis de Donald Trump. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'elles sont? Ah ben, ça c'est... Et c'est là, oui, mais cette question, en fait, du coup, mérite aujourd'hui, en fait, que tout le monde s'y penche, tu vois, puisque que ce soit Mélenchon ou Gabriel Attal, les deux font cette proposition d'Europe. Donc, il faut nous dire, c'est quoi l'Europe? Ils font pas de proposition. Enfin, oui, c'est pas la même. Oui. Elles sont pas de même nature. Non, surtout c'est pas ça. C'est qu'ils font pas. Ce qu'ils disent. Enfin, ils font pas une proposition d'Europe. Ils font. Exactement. Voilà. Ils disent la rappelle. La nostalgie n'est pas une stratégie. Donc, il faut inventer quelque chose. Et pour l'instant, c'est un peu ça le problème, c'est que le discours n'est pas très puissant et très approfondi, et ne va pas beaucoup au-delà des critiques justifiées qui ont été adressées à l'Europe depuis des décennies. Hein.
son caractère non démocratique, qui a valorisé le dumping social, qui a promu les valeurs portées par l'Allemagne de non-déficit et d'exportation, etc., etc. Enfin bref, tout ce que l'on sait. Bon, tout ça, c'est tout à fait vrai. Bon, et on veut quoi? Maintenant, on fait quoi? On propose quoi? On propose quoi sur tous les gros enjeux et sur les principes et les valeurs. Ce matin, j'ai fait une méchante newsletter. Je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Regard si vous ne l'avez pas fait. C'est gratuit et il suffit de mettre votre mail. Mais j'ai fait une newsletter où je n'étais pas contente parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est j'attends quand y aura-t-il un texte un peu substantiel. Moi, je veux dire une page dans le Monde. Ça fait 12 000 signes. Je veux que quelqu'un à gauche écrive sérieusement, pas juste Trump, il est méchant. Ça, c'est bon, on sait. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a très bien dit, donc on passe à autre chose. On passe au suivant. C'est qu'est-ce qu'on fait? Et encore une fois, le Premier ministre canadien a fait sa proposition que je trouve extrêmement limitée et que je ne reprendrai pas, mais il a mis quelque chose sur la table. Il faut que la gauche, qu'elle soit française ou européenne, mondiale, ce qu'on voudra, dise quelque chose. Ce qui nous permet d'enchaîner sur la critique ce qu'on s'est fait tout à l'heure, c'est qu'on s'est parlé des Américains. Pour l'instant, la gauche américaine, elle ne formule pas non plus une pensée. Nos super potes là, AOC, Mamdani, AOC et Bernie Sanders. Oui, je faisais la remarque à Catherine qui me disait, genre, bon, il n'y a personne en fait qui se met au niveau en fait de ce Premier ministre canadien. Par exemple, écoute mon coco, toi tu dis ça, nous on dit ça, on a une alternative à ta proposition là, de puissance moyenne qui se coalise. Et je disais à Catherine, il y a quand même un hiatus, c'est que tout le monde à gauche a porté au nu, par exemple, la campagne de Mamdani, victorieuse, dans laquelle il a fait, ça a été noté par tout le monde, une campagne du quotidien. C'est-à-dire qu'il est allé au plus proche de ce que les New-Yorkais et les New-Yorkaises subissaient, vivaient, quelles envies ils avaient, comment ils se déplaçaient, comment ils se logeaient, comment ils se nourrissaient, etc. Et il a fait sa campagne là-dessus. Et il a gagné. Et il a gagné. Et il a gagné. Donc du coup, j'étais là genre, c'est un peu contradictoire quand même, parce que genre, Oui, Catherine, elle veut genre qu'on parle du monde, qu'on parle de comment ça rentre, nanana, et en même temps, genre, on a aussi fait des newsletters pour expliquer que Mamdani, sa campagne était formidable. Ouais, alors moi, je ne vous dis pas seulement qu'il faut qu'on parle du monde, je pense qu'il faut qu'il y ait une pensée sur le monde. Je ne dis pas qu'au quotidien, c'est de ça dont il faut parler, matin, midi et soir, avec nos concitoyens qui ont par ailleurs beaucoup de problèmes à résoudre. Donc il faut bien sûr, quand on est un élu, et encore plus quand on est un candidat à l'élection municipale, apporter des réponses concrètes. Ce que je fais comme reproche, et c'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est que, ou plutôt je vais le dire dans l'autre sens, la force de Mamdani, c'était qu'il était ancré dans une position et une proposition dont tout le monde avait compris qu'elle était dans le sens de davantage de justice, de respect, d'égalité, etc. Et ceux qui lui ont fait prêter serment, c'était Bernie Sanders et AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. Donc, c'est-à-dire les deux figures américaines de la gauche socialiste. Donc, c'est bien Mamdani, il n'y a aucun doute dans ce qu'il est, dans ce qu'il raconte de sa campagne, de ce qu'il dit, etc. Comment ça s'insère? Il ne dit pas « je vais vous régler le problème du logement ». Il dit un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'il situe sa proposition dans une attitude qui est une attitude critique du capitalisme, de la financiarisation, dont souffrent particulièrement les New-Yorkais, etc. C'est-à-dire qu'il est quand même situé politiquement. Alors, je pense que, néanmoins, la gauche américaine est un tout petit peu en carafe, parce qu'ils ne peuvent pas juste expliquer que Trump il kidnappe Maduro parce qu'il a des emmerdes avec l'affaire Epstein. Enfin, tu vois, ou de problèmes économiques internes, etc. C'est-à-dire que c'est quand même, il faut qu'il y ait une pensée un peu plus solide. On n'a aucun doute sur le fait qu'ils sont contre la politique de Trump, mais ce que je pense, c'est que si on veut faire une proposition qui nous emballe, qui emballe
alors là en l'occurrence je reviens à la France et pas aux New-Yorkais, mais qui nous emballe, c'est qu'il faut être à la hauteur des questions du temps. Et les questions du temps, elles ne s'appellent pas d'abord Donald Trump. Elles s'appellent Organisation du monde, interdépendance, ONU, etc., etc., Europe. Qu'est-ce que c'est qu'une Europe unie quand il y a les fachos qui pullulent partout? Enfin, voilà. Et qui Donc, prennent le pouvoir. voilà. Donc, c'est ça qu'il faut être capable de penser, parce que sans ça, tout le reste, ça va être des mots un peu creux, des choses un peu vaines. Et ça nous amène au deuxième point. Au deuxième débat, au deuxième sujet qu'on voulait aborder, alors ça c'est ce qui occupe nos femmes et nos hommes politiques en ce moment, l'Assemblée nationale et Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, qui lui ne parle jamais de ce qui se passe dans le monde, parce que soi-disant c'est pas son précaré, hein. Mais enfin, le 49.3 qui a été décidé en début de semaine par Sébastien Lecornu sur le volet recettes du budget, qui a subi, il y a eu 2 motions de censure, l'une de la France Insoumise, des communistes et des écologistes, et l'autre du RN. Ça a été vendredi matin, il y a eu un vote à midi, les deux ont échoué. Celle de la gauche, celle qui était déposée par la gauche, il y a eu 269 19 voix, il a manqué 19 voix. il a manqué Il y a 19 5 voix. socialistes qui l'ont voté. Exactement. Celle du RN, elle a été votée par le RN. Voilà, donc ça, c'est ce qui anime aujourd'hui les hommes politiques, nos représentants à l'Assemblée nationale. Ben oui, mais moi je pense qu'en fait le problème c'est qu'ils peuvent toujours s'agiter, pas parce que les questions ne sont pas importantes, c'est que tant qu'ils n'auront pas redéfini une pensée politique, et à mon fils qui est insistant, tant qu'ils n'auront pas redéfini une pensée politique de notre temps, c'est-à-dire tant qu'ils ne se seront pas remis, tout ça, c'est pas très intéressant. Personne ne croit qu'une dissolution va régler le problème. Donc en fait, tout le monde s'en fout. Il y a eu un sondage qui disait 75% des Français pensent que ce budget est mauvais. Pour autant, il n'y a pas 75% des Français qui demandent qu'on vote la motion de censure. Pourquoi? Parce que l'alternative à ça n'est pas présente, n'est pas là, n'est pas dite, n'est pas audible. Donc il faut, et c'est pas simplement, je sais pas quoi, moi, une question d'organisation, de médias ou de je sais pas quoi. C'est que le corpus politique intellectuel n'est pas là. Il n'est pas là sur la question du monde et il n'est pas là sur la question de la complexité de la politique. Parce que la simplification, tous derrière moi, ça fait pas une réponse. Non, mais tu as tout à fait raison sur ce désintérêt. Je rajouterais en fait à la question, c'est 75% qui ont dit non, enfin qui trouvent que le budget est pourri, de Français. Un autre sondage qui est intéressant et en gros qui montre que toutes les personnalités, notamment de gauche, mais pas uniquement, enfin aussi de droite, tous perdent des points dans leur présidentiabilité, quoi. Est-ce que vous les voyez à la présidentielle? Est-ce que vous pouvez voter pour eux? En gros, tout le leur monde... potentiel électoral. Potentiel électoral, voilà. Eh bien, ils perdent tous 5-6 points, que ça soit... Beaucoup, hein. C'est tout, énorme. c'est une grosse claque généralisée. Sauf le RN. En gros, Jordan Bardella et Marine Le Pen, eux, sont dans le haut du panier et 40%. ne perdent pas en fait de potentiel électoral. Il y en a un autre qui ne perd pas de potentiel électoral, c'est Jean-Luc Mélenchon. Non, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Non. Fort ne perd pas de potentiel électoral, Jean-Luc Mélenchon. Ce que j'allais dire, il y a un petit pool, mais eux, ils sont en bas. C'est le pouls, ils sont à 14%. Ceux qui sont à 14% restent collés au plancher 14%. Eux, ça ne descendent pas plus bas. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, ils n'ont rien prouvé, là, dans la séquence que l'on vient de vivre globalement, parce que la question ne leur était pas posée sur le budget, elle leur était posée globalement. Tous ces gens ne convainquent pas. Exactement. Voilà. Et donc, la sous-question, enfin plutôt la question immédiate qui arrive, c'est
qui peut sortir gagnant en fait de cette séquence? C'est la question que se pose tout le monde, tu vois. Et donc savoir est-ce que on va en vouloir par exemple aux socialistes de ne pas avoir voté la censure et donc de facto d'avoir laissé passer ce budget? Est-ce que l'on va porter crédit à la France insoumise, aux écologistes et aux communistes de s'être opposés à la fois au budget et d'avoir voté et déposé des motions de censure? Le résultat dans cette première salve de sondage, c'est non. C'est genre, globalement, ça ne joue pas Ouais. tellement là-dessus. tu Faites vois. ce que vous voulez. Ouais. Non, on s'en Non, fout. donc, on s'en fout. Exactement. Non, mais c'est quand même c'est assez pathétique hein, quand même, hein, parce que, toute la vie politique est concentrée sur ce sujet. 2, c'est quand même pas un sujet complètement anecdotique. Et 3, les Français en ont rien à foutre. Allez, hop, moins 6% à tout le monde, perte de claque généralisée. Mais parce que, genre, Voilà, il y a pas d'idée qu'il y a une autre solution. La seule qui apparaisse comme solide, tangible, c'est celle que porte le Rassemblement national. Parce que en fait, il faut pas se méprendre. Quand Catherine dit idée, il s'agit pas de trouver la martingale et de dire putain, ça y est, on a la proposition Ouais. chic-choc qui va genre, nous faire gagner en 2027. Il s'agit d'une construction qui soit crédible et qui nous permette à tous d'envisager un horizon. Parce que là, je sais très bien ce que vont répondre certains, c'est bah, attends, les Insoumis, ils ont une proposition, ils ont un programme avec genre 1700 propositions. En plus, eux, ils ont toujours dit non au gouvernement, ils ont toujours voté toutes les censures. Donc vraiment, ils Avant, on sont peut pas leur faire impeccables, tu On vois. peut pas faire le reproche de l'incohérence. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce que tu racontes, Catherine Tricot? Pourquoi est-ce que tu dis qu'il n'y a pas, il y a pas d'idée, il n'y a pas de cohérence? Eux, ils ont une cohérence, Ah ben et moi, ils ont des idées. je dis pas qu'ils sont pas cohérents. Ce que je dis, c'est qu'ils ne font pas la démonstration que leur cohérence est susceptible de nous sortir de la nasse. Mmh. Voilà. Et pourquoi ça? Pas pour les deux, dans les deux directions. C'est-à-dire, d'une part, pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut remettre à jour, franchement, le gros logiciel de la compréhension du monde et de ses enjeux. Ça, c'est vraiment un gros machin. Et il suffit pas de dire qu'on veut la mer et l'espace. Hein. Il faut dire quoi, il faut dire comment, etc. Et pour faire quoi? Donc, il faut remettre à jour le logiciel des grandes orientations, des grands objectifs. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il faut dire politiquement comment on fait. Parce que l'idée que tout le monde va se rallier derrière le panache blanc de Jean-Luc Mélenchon est une idée qui peut être soutenue, mais pas forcément gagnée, quoi. Tu vois, je veux dire que je ne crois pas à cette solution. J'ai fait une newsletter dans laquelle je disais que finalement, c'était où les socialistes allaient faire du socialiste, voilà, et que c'était peut-être pas le plus grave du monde, parce que le problème, c'est qu'il va falloir qu'on fasse avancer tout le monde. C'est que ceux qui sont encalminés dans une non-pensée du moment, une non-solution, c'est tous les socialistes, les écologistes, les communistes, les insoumis. Tout le monde est bloqué et sur le fond et sur la construction politique. Et donc là, en attendant, il y a 14%, c'est le tarif général pour tout le monde, sauf pour les zigomards de l'extrême droite qui, eux, quand même, ont le vent qui les pousse dans le dos, parce que certes, Bardella, il a dit à Trump, le Groenland, tu touches pas, c'est à l'Europe, mais tout le reste du discours de Donald Trump, qui était un discours extrêmement raciste, il ne l'a pas critiqué. Toutes les autres propositions de Trump qui sont une attaque en règle contre l'ONU avec son Conseil de la paix, là, je sais pas quoi, ils n'en disent pas un mot. C'est-à-dire qu'en fait, le RN a donné le change sur ce qui polarise l'attention, c'est-à-dire la question du Groenland, mais pour le reste, le vent d'extrême droite continue de les pousser dans le dos. Je me suis intéressé, après avoir écouté le discours du Premier ministre canadien, aux motifs et aux raisons de son élection. C'est assez intéressant parce que ça fait écho, je pense, à la stratégie, à mon avis, de certaines personnes ou groupes politiques en France. En gros, ce monsieur qui était
qui était là, sans être un as de la politique, etc. Tout d'un coup, il a réussi à se faire identifier comme le contre-Trump, l'anti-Trump canadien. Et donc, il a construit toute sa campagne autour de cet axe quasi unique-là. Ouais, enfin, faut dire que le Canada, ils étaient légèrement Mais menacés. attends. 51e État, etc. Quoi. Tu vois, je veux dire, c'est... Catherine, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas développé de grandes pensées de ce qu'il voulait pour le Canada. C'était un homme de droite, c'est un libéral, etc. Mais il l'a pas énormément mis en avant. Là où je fais un parallèle avec la France, c'est qu'il faut se rappeler quand même que l'élection de 2022 s'est faite sans campagne parce qu'il y avait eu le début de l'annexion d'une partie de la guerre en Ukraine par la Russie et que Emmanuel Macron a décidé que il n'allait pas s'occuper de la campagne et qu'il allait être un Premier ministre, un président, un acting président en guerre, etc. Et il a gagné grâce à ça. À mon avis, le pari que font beaucoup de gens, notamment de gauche en France, c'est d'imaginer en fait que le contexte, notamment international, va être tellement stressant, va être tellement dense, qu'il suffira à un moment de réussir à apparaître comme étant celui qui, pour pouvoir l'emporter un peu, comme ça. Apparaît comme étant celui qui quoi? Bah justement, celui qui, à un moment donné, 2-3 mois avant la campagne, réussira à dire c'est moi l'homme de la situation ou la femme de la situation. Et je te jure, mais je te dis, c'est ce qu'Emmanuel Macron. Attends, Bon courage, hein. attends, c'est ce que Emmanuel Macron a fait Oui, en 2020. il était président d'exercice, hein. Oui, eh bien, le Premier ministre canadien, il n'était pas Premier ministre en exercice. Et il a réussi. Bon. Oui, mais ce que je veux dire, Peut-être t'as raison. tu vois, c'est-à-dire que, oui, mais attends, tu sais pas ce qui va se passer dans un an. Si l'autre, à ce soir, Donald Trump, tu vois, il commence à envoyer des soldats partout, tu vois. Le Poutine, il commence à envoyer, à commencer des opérations en Lettonie ou en Pologne ou que sais-je, tu vois. Enfin, ça va mettre tout ça dans un état de stress. Et à ce moment-là, celui qui va réussir à dire, bah, c'est moi, en bombant le torse, sans faire véritablement de proposition. Tu vois, c'est là que je mets, l'accent. C'est-à-dire que finalement, tout va se dissoudre dans, une posture. Et c'est pas rien la posture. Je mets pas ça. Je dis pas que c'est dans une posture qui à un moment va réussir à cristalliser à la fois les espoirs, les horizons, les résistances, etc. Et paf, ce sera la personne qui. Parce que en plus, on a cette tradition française de l'homme providentiel, le présidentialisme qui est la suite de la monarchie absolue. Non, mais etc. moi, je suis pas contre ce que tu es en train de dire, que si quelqu'un parvient à cela, il peut ramasser la mise. Mais enfin, le quinquin, ça s'invente pas. C'est pas au mois de novembre de 2026 que tu inventes que tu es l'homme providentiel de la situation, hein. Je veux dire, il faut quand même, tu vois, il faut avoir du poids politique et du poids intellectuel. Enfin, il faut être capable de dire et de montrer. Non. Et tu vois, ce que je me dis, par exemple, c'est que dans celui qui ne tire pas bénéfice de la situation, il y a Villepin. Villepin ne bénéficie pas du moment qui est particulièrement tendu à l'échelle internationale. Pourquoi? Parce que Villepin, il n'apparaît pas il apparaît comme un homme intelligent pour comprendre, expliquer ce qui se passe, mais il n'est pas porteur d'une solution, notamment parce qu'il n'a pas de poids politique. Donc, tout à fait raison. donc ça ne s'invente pas. Ce que je veux dire, c'est Je suis que d'accord. c'est pas qu'une question de posture, c'est Non, qu'il mais faut avoir. je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est aussi une question de statut. Et moi, ça c'est quelque chose. On en a parlé l'autre jour. Mais il y a un truc aussi, c'est que ceux qui aujourd'hui arrivent en fait à tenir des discours à la hauteur de la situation sont les chefs d'État. C'est Emmanuel Macron, qui est canadien, et c'est les anciens chefs d'État. C'est Dominique de Villepin, c'est François Hollande, etc. Je n'ai pas dit, je suis d'accord avec ce qu'il raconte, un lien avec les uns, et c'est Donald Trump aussi, qui a un discours en fait sur la façon dont marche le monde, etc. Ce sont les chefs d'État. Tu vois, on crédite à Dominique de Villepin d'avoir dit non à la guerre A raison. en Irak. Il n'est pas le seul à avoir dit non à la guerre en Irak. Pourquoi est-ce que c'est son nom qui a résonné le plus fort? Je pense notamment à toute une partie de la gauche, pas les socialistes, mais une autre partie de la gauche qui
en 2003, disait non à la guerre en Irak. Oui, mais pourquoi ça a tenu? Parce qu'il était le Premier ministre de la oui. France. Et d'ailleurs, Oui, il c'est était ça le Premier ministre. il était ministre des Affaires étrangères de la Ouais. France. Il n'était même pas le président de la République, tu vois. Mais c'est parce qu'à à ce moment donné, il a concentré, en fait, l'autorité de la France, c'était lui, tu vois. Genre, Au Conseil de sécurité. au Conseil de sécurité, c'était lui Oui. qui a, genre, concentré tout ça. Oui, mais c'est ça, c'est très, très important. Oui, je comprends. Parce que, genre, aujourd'hui, qui arrive en fait à rassembler ça, si ce n'est, et c'est quelque chose, ça m'arrache la bouche de le dire, les gens qui sont au pouvoir. Et aujourd'hui, ils n'en sont pas Qui l'ont capables, été. ou qui l'ont été, tu vois, genre, et, ce qui est, et qu'on identifie, tu vois, une partie en fait de ce cercle-là pouvant incarner la France. Et je pense que c'est un gros problème. Alors, j'ai entendu, notamment, alors c'est drôle parce que c'est Jean-Noël Barrot, dans son débat avec Jean-Luc Mélenchon, à un moment, lui dit vous avez été ministre. Tu vois, il lui balance que, je sais plus, c'est pour le Charrier, enfin, je sais plus sur quel. Barrot dit sujet, ça à Mélenchon. Tu vois. Mélenchon, vous avez été ministre. Et en fait, je me dis, mais c'est une erreur. Enfin, dans le cadre de ce débat, il monte Mélenchon, en fait, au niveau des gens qui ont eu le pouvoir et donc qui ont la voix au chapitre pour discuter. Même si dans la tête de Barrot, c'était pour lui dire vous avez eu le pouvoir et puis vous n'avez rien fait, ou je sais pas quoi, vous avez participé à des gouvernements qui. Non. C'est à Tu vois. propos de la reconnaissance de la Palestine. La Palestine, exactement. Lui, parce Pourquoi que- vous avez aussi. Ouais, vous étiez dans un gouvernement qui n'a pas reconnu l'État de Palestine, Exactement. alors que nous, on l'a fait. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il met Mélenchon, en fait, sur un endroit où il dit, voilà, Mélenchon, bah, il a eu le pouvoir dans une certaine mesure. Non, mais cette question, en fait, de parler. D'ailleurs, regarde, t'allumes la télé, c'est que des anciens ambassadeurs, des généraux, etc. Ça contredit ce que tu disais tout à l'heure sur le Premier ministre canadien. Il n'avait pas eu le pouvoir, il n'avait d'ailleurs même pas vraiment du sérieux politique, et il a réussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, c'est sûr que quand tu as été président de la République, ou Premier ministre, ou ministre des Affaires étrangères, bah, ça te porte. Voilà. Sur ces entrefaits, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.